Ce matin, peut-être certains d'entre vous êtes familiers avec cette cartographie des compétences. Peut-être certains d'entre vous ne l'êtes pas. Pour ceux qui ne le sont pas, ben là, je vous présente à l'écran rapidement ce que c'est d'être gestionnaire d'OBNL. Et ce matin, on va parler de quelque chose qui est très, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est très caractéristique des OBNL, à savoir toute la partie gouvernance, conseil d'administration. Mais vous allez voir, ça s'intègre aussi dans d'autres dynamiques, entre autres en ressources humaines, entre autres en communication, en financement et en administration. J'ai la chance aujourd'hui avec moi d'avoir trois super personnes pour venir contribuer à cet exercice-là. Je vais les laisser se présenter à tour de rôle parce que j'aime mieux ça que lire des biographies. Je vais commencer avec toi, Amélie, si tu veux bien. Oui. Bonjour tout le monde, Amélie Plante. Je suis membre du conseil d'administration de Ruelle de l'Avenir, un OBNL qui œuvre en persévérance scolaire, et j'occupe le poste de présidente depuis maintenant 1 an. Puis donc, on a amené déjà beaucoup de changements et puis c'est des points là, que je pourrais présenter ce matin. Excellent. Daniel? Oui, Daniel Léonard, je suis le directeur du groupe Information Travail depuis bientôt 9 ans. Mais avant ça, j'ai été directeur d'organismes communautaires pendant presque 20 ans et j'ai fait partie de plusieurs conseils d'administration comme administrateur et officier. Alors, ça fait peut-être pas de moi un expert, mais je suis assez expérimenté. Un praticien, tout un en tout cas. Bruno Serge. Bonjour tout le monde, Bruno Serge Boucher. Je suis administrateur de société certifiée, ASC, depuis une vingtaine d'années dans le monde des OBNL, notamment auprès des chambres de commerce, la Fédération des chambres de commerce du Québec. Depuis quelque temps, je travaille beaucoup aussi avec Concertation Montréal et sans me spécialiser, disons que je m'intéresse beaucoup au côté formel de la gouvernance et des documents de gouvernance et de la gestion des conseils d'administration. Excellent. Écoutez, toutes les trois, ce matin, je vous ai conviés pour qu'on parle d'amélioration de performance des conseils d'administration. Plus je travaille avec les OBNL, plus je donne du contenu, plus je forme des CA, plus je me rends compte que c'est un sujet qu'on se doit absolument d'avoir. Quelques petits éléments de contexte avant de commencer les discussions. Tu sais, je veux juste vous conscientiser à tout le monde qui est à l'écran ce matin à quel point c'est particulier les OBNL parce que c'est des organismes qui sont bicéphales. Donc, qui ont un processus de décision qui est divisé en 2 entités, une direction générale puis un conseil d'administration. Puis là, on va parler surtout d'organismes qui ont des employés. C'est sûr et certain que les organismes qui sont composés 100% de bénévoles ont une dynamique un peu différente, où la séparation des rôles et des fonctions est peut-être moins criante. C'est aussi la plupart du temps des organismes de plus petite envergure où les enjeux sont peut-être moins flagrants et ont peut-être un peu moins d'impact. Quoique ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis, là. Puis, je veux toujours aussi qu'on regarde à l'idée que le CA, en termes d'entité de décision qui est à la tête de l'organisation, va tout le temps influencer le restant des opérations. Donc, plus on améliore sa performance, plus on le structure, plus on lui donne les outils, meilleur va être le processus de décision et, en général, l'atteinte au bout de la ligne de la mission. L'autre élément aussi qu'il faut garder en tête, c'est que ça reste un processus humain aussi. Puis ça, on va en parler parce qu'il y a des fois où on met le doigt sur des bobos, puis là, les bobos deviennent des bobos délicats aussi. Et finalement, ce matin, on va parler aussi du processus d'auto-évaluation comme outil. Je trouvais important d'avoir des gens qui l'ont utilisé avec nous aussi ce matin. Donc, Daniel et Amélie, dans leurs organisations respectives, ils ont utilisé le processus qu'on propose. Puis, je vais y revenir tantôt en le présentant. Écoutez, je vais commencer premièrement avec une première petite question pour Daniel et Amélie. Comment ça va dans vos organisations, considérant qu'on est dans une pandémie qui ne finit plus? Puis après ça, vous allez voir, là, on va aller vers les questions. Ça va bien. Nous, on a passé très peu de temps finalement en confinement. Alors, on est actifs, mais c'est difficile. Sur le plan humain, on sent l'usure. Et pour les directions, c'est important d'être très présent aux ressources humaines.
parce que même si on semble arriver au bout du tunnel, il y a toujours des nouvelles annonces comme ce matin d'un nouveau variant et on reste dans le flou. Alors, c'est pas terminé et il faut continuer de faire très attention à tout le monde. Daniel, ton commentaire a été beaucoup vers l'équipe. Comment ça va ton CA par rapport à cette pandémie-là qui se rallonge aussi? Parce que je veux qu'on traite des deux, puis on va regarder le côté CA aussi beaucoup. Là. Parce qu'on a traité dans d'autres rendez-vous du côté plus des employés, mais là, les administrateurs, il ne faut pas les oublier. Bien, on avait l'habitude de faire des activités au moins 1 ou 2 fois par année, CA, équipe. Et ça, c'est un élément qui manque. À tous les administrateurs de ne pas vraiment pouvoir venir à l'organisme rencontrer les travailleurs et aussi de se rencontrer entre eux parce qu'on sait bien qu'il y a des limites aux échanges virtuels. Alors, je sens qu'ils ont très, très hâte de pouvoir revenir à l'organisation puis rencontrer le monde puis vraiment se sentir partie prenante et réunis les uns aux autres. Amélie? Oui, bien, nous, du côté de l'organisation, c'est sûr que la pandémie a eu quand même un gros impact parce qu'on œuvre auprès des enfants dans les milieux scolaires puis dans les familles là, avec des activités sur le plan communautaire. Donc, tout s'est arrêté tout d'un coup là, l'année passée. Et puis, pendant l'été, d'habitude, on a aussi des activités. Donc, là, on avait tout suspendu pour essayer de se réinventer en prévision de la rentrée scolaire de septembre de l'an dernier. Puis donc, toute l'équipe a travaillé vraiment d'arrache-pied pour transformer l'offre de services, dans le fond, en virtuel. Puis, en même temps, ça a été un gros travail, je pense, là, pour tout le monde, mais en même temps, on voit ça beaucoup comme une opportunité aussi parce que ça nous permet éventuellement d'élargir notre offre parce qu'en présentiel, on est limité avec l'espace qu'on a dans nos locaux. Puis quand c'est à pleine capacité, bien, on ne peut pas aller plus loin. Donc, ça a quand même un côté positif, mais c'est certain que c'est beaucoup d'adaptation, puis ça a été beaucoup de travail là, pour toute l'équipe. Puis du côté du CA, bien, c'est la même chose que Daniel. Bien, nous, on était en virtuel aussi, donc c'est moins... ça vient fonctionner quand même, là, sincèrement, sauf que c'est sûr que c'est toujours plus intéressant de se rencontrer en personne. Puis nous, on a recommencé là, au mois de septembre, là, notre dernier CA, on l'a fait en personne, surtout que c'était notre assemblée annuelle, puis on avait une bonne partie de nos administrateurs là, qui étaient renouvelés. Fait qu'en même temps, on voulait comme fermer la boucle avec eux. Puis là, bon, on continue en personne pour l'instant. En décembre, on a une cohorte de nouveaux administrateurs qui arrivent, puis on trouve que de faire ça en personne, ça va mieux pour les intégrer. C'est plus humain, puis on verra, c'est ça. On s'adapte, on fait comme tout le monde, là, on s'adapte pour la suite après. On s'entend que ça a été dur pour les équipes, puis c'est dur pour les CA aussi. Là, puis on va regarder, on va en parler un petit peu plus. Je suis curieux, je vais commencer avec vous, puis je vais aller voir Bruno après ça. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ou comment vous êtes arrivé au fait de vous poser des questions sur l'amélioration des performances de votre conseil dans vos deux cas-là? Daniel? Bien, du côté du groupe Information Travail, en 2018, on a fait une planification. Daniel, juste préciser, c'est quoi le type d'organisme et qu'est-ce que vous offrez comme service? Parce que tu ne l'as pas dit tantôt. Là. Le groupe Information Travail, c'est un centre conseil en emploi ou un organisme en employabilité. Et on aide donc des personnes très éloignées du marché du travail à retrouver, se réinsérer sur le marché. Excellent. Donc, en 2018, on a fait une planification stratégique qui nous a amené à systématiser énormément l'ensemble de nos services et de nos programmes. Et ça tombait un petit peu sous le sens que on met en place des pratiques davantage systématisées, structurées, réfléchies au niveau du conseil d'administration. Puis, je dois dire que lorsque j'ai vu passer au niveau d'Espace OBNL cette démarche au niveau du conseil, c'est tombé pile poil à un moment où, après quelques années, bon, il y avait des petites glissades au niveau de la microgestion, où il y a des membres qui se demandaient c'était quoi leur rôle exactement. Alors, on a commencé par faire l'exercice d'évaluation des besoins parce qu'il y avait un petit peu de mouvement au niveau du CA. Et par la suite, ça a été assez facile de passer à l'exercice d'auto-évaluation et par la suite, création d'un comité de gouvernance. Moi, je trouve que ça a vraiment consolidé les troupes au niveau du conseil d'administration à beaucoup mieux comprendre leur rôle. Et ça s'est fait assez bien, vraiment. Excellent. Amélie?
Nous, c'est un peu différent. Ça a émané, je pense, du changement de présidence l'année dernière. Donc, on avait un président qui était en place depuis plusieurs années. Puis moi, comme membre du conseil, préalablement, il y a certaines petites choses que j'avais observées, puis que je me disais, bon, ça à quoi ça sert ou des choses comme ça. Puis quand je suis arrivée, moi, à la présidence, j'ai commencé un peu à me questionner. Tu sais, je me disais, par exemple, on faisait des réunions de comité exécutif préalablement à chaque CA, qui était un peu une répétition générale du CA finalement. Je me disais, à quoi ça sert? Fait que ça a commencé, je pense, à vraiment germer de ça, me dire, bon, on a-tu vraiment les meilleures pratiques? Donc, moi, rapidement, j'ai aboli ces réunions-là. J'ai dit, ça ne sert à rien. On va passer directement au CA. Puis, à la place, on va regarder si on aurait des comités qui pourraient être qui pourraient mieux contribuer, dans le fond, à la mission de l'organisme et à bien nous structurer. Donc, rapidement, j'ai mis en place un comité gouvernance parce qu'on n'en avait pas. Puis là, on a commencé à se poser certaines questions, comme par exemple, j'avais fait ça déjà dans un autre CA, où d'ailleurs je siégeais avec Stéphane à la Jeune Chambre de commerce. On avait fait un gros travail à cette époque-là, justement, de bien structurer notre CA. Donc, j'avais beaucoup appris de cette expérience-là. Puis, donc, il y a un élément qu'on avait fait, c'était de mapper nos compétences. Donc, j'ai dit, ça serait une bonne chose. Puis, on a rajouté vraiment beaucoup d'éléments aussi, la présence des administrateurs, leur contribution au financement. Donc, on a mis plusieurs points là, dans ce mapping-là pour avoir un bon portrait de ce qu'était notre CA. Puis, ça a été un peu le début de tout ça. Donc, à travers ça, il fallait revoir nos règlements généraux. Donc, on était en cours de ça. Puis là, je me suis même posé plein de questions. J'ai dit, bon, on commençait à parler d'évaluation aussi. Puis, OK, ça serait vraiment effectivement pertinent de nous auto-évaluer, mais là, j'ai commencé à essayer de trouver des outils, puis franchement, je ne trouvais pas grand-chose. Jusqu'à temps de tomber sur Espace OBNL, puis qu'il y avait déjà quelque chose de vraiment bien structuré. Donc, on est parti avec ça, puis nous, ça nous a allumé plein de lumière. On s'est rendu compte qu'il y a certaines choses qu'on faisait vraiment très bien, mais qu'on avait des lacunes sur certains points. Puis ça a été vraiment... c'est vraiment ça, dans le fond, notre processus de réflexion, là. Donc, c'est parti du changement de présidence, de certains petits éléments qu'on voulait corriger, puis ça fait boule de neige. Bruno Serge, dans les organismes que tu accompagnes, en général, est-ce que toi, tu constates des éléments déclencheurs ou si ce que tu vois comme questionnement, c'est à l'autre opposé, donc des CA qui vont pas bien puis qui décident de se prendre en main ou l'inverse? Qu'est-ce que tu constates, toi? Souvent, ça vient aussi d'une démotivation des gens du CA parce que très souvent, on ne leur donne pas grand-chose à faire. Ils se présentent une fois par mois, ensuite de ça. Alors, ces gens-là, et puis c'est à peu près tout ce qu'on leur demande. Alors, ces gens-là, forcément, ne s'impliquent pas, puis ils se démotivent, etc. Alors, on se retrouve après ça, au bout de 2 ans, avec des administrateurs qui sont présents à 50% des réunions parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils font là. Ils ne voient pas pourquoi ils prennent du temps pour ça. Alors ça, je pense que c'est important pour éviter ça de donner du travail à tout le monde. Maintenant, il y a beaucoup de résistance à la nouvelle gouvernance aussi. Oui. Et ça, il y a toujours, Marc, le changement, là, c'est toujours comme ça, mais l'amélioration entre, par exemple, les conseils d'administration qui ont aboli leur comité exécutif, aboli le mot est fort, là, mais disons qu'ils ont enlevé les pouvoirs au comité exécutif pour le confier aux 3 comités du conseil, par exemple. Je constate à ce moment-là que c'est quasiment un renouveau du conseil, puis un renouveau de l'énergie carrément. Et c'est très important, je pense, de passer à cette nouvelle gouvernance-là. Mais il y a de la réticence, c'est clair. Le président qui est là depuis 25 ans, ben, il n'aime pas ça parce qu'on l'enlève des choses. Alors, il faut s'y prendre, comme tu as dit tantôt, Stéphane, c'est des humains. Alors, il faut s'y prendre délicatement, tranquillement, lentement. Mais cette transformation-là est très importante pour motiver le CA puis augmenter ses capacités et ses compétences. Peut-être juste pour ceux, Bruno, je vais juste donner des clarifications sur ce que tu viens de dire, parce que ce n'est pas tout le monde qui est nécessairement au courant qu'une des bonnes pratiques de gouvernance, puis une des choses qu'on évalue, c'est la transition d'un exécutif traditionnel à 4 personnes vers la création de comités statutaires qui prennent en charge plusieurs des dossiers qu'avait l'exécutif. Dans un comité de gouvernance, un comité de finances
audit et gestion des risques et un comité de ressources humaines. Fait que ce que ça vient créer, puis c'est souvent un des changements majeurs qu'on va mettre en place depuis les dernières années, c'est que ça vient créer, ça fait plus de place aux administrateurs qui sont moins impliqués et ça enlève le sentiment qu'on avait des rencontres entre les rencontres, où tu as des gens qui pensent qu'ils sont investis de pouvoirs particuliers, à savoir les officiers. Puis vous allez voir, si vous relisez vos règlements généraux, vous allez vite vous rendre compte que les officiers ont des responsabilités, mais n'ont pas plus de pouvoir dans la gouvernance. Puis ça, c'est un principe où beaucoup de gens se sont attribués des pouvoirs, surtout beaucoup de présidences, de vice-présidences, de trésoriers qui pensent qu'ils détiennent des pouvoirs supplémentaires que le conseil d'administration n'a pas. Dans certains cas, c'est le cas, mais dans la majorité des règlements généraux, ce n'est pas nécessairement le cas. Fait que ce changement de culture-là, est une des pièces de l'amélioration de la performance des conseils pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a une prise en charge des administrateurs de leur propre dossier. Ça enlève une pression aux directions générales. Daniel, tu vas m'en reparler tantôt de ça, parce que je suis curieux de t'entendre. Et le deuxième facteur, c'est qu'il y a une récurrence des dossiers. Si on a un comité où c'est la place de discuter de certaines choses, mais quand on part d'une année à l'autre, même si on a une rotation des administrateurs, ces dossiers-là continuent à évoluer. Les dossiers de gouvernance, les dossiers de finances, les dossiers de ressources humaines. Puis troisièmement, en général, quand on a un conseil d'administration qui a ces trois comités-là, surtout celui des ressources humaines, on a la plupart du temps une direction générale qui est beaucoup plus soutenue, encadrée, coachée et qui était capable de mieux travailler aussi. Fait qu'il y a beaucoup d'impact positif à faire cette transition-là. Et si tu me permets, Stéphane, j'ajouterais juste aussi que ça te permet... sans vraiment choquer personne, de nettoyer ton conseil et de te débarrasser du bois mort. Parce que le gars ou la fille qui vient au conseil d'administration une fois par mois et qui ne veut rien faire d'autre, puis qui veut juste être au conseil parce qu'il veut dans son CV, par exemple, quand il va se rendre compte qu'il faut qu'il aille au comité, qu'il y a de la lecture à faire, qu'il y a des propositions à proposer, ils vont s'éliminer d'eux-mêmes, ces gens-là. Ils vont se rendre compte qu'ils vont dire « j'ai plus le temps », etc. Et puis ça, c'est important aussi. Oui, puis il y a un plus grand engagement des gens. Amélie, je t'écoute. Oui, non, mais de notre côté, c'est exactement tout ça qu'on vit, là, franchement. On avait un comité exécutif que moi, j'ai mis de côté, puis de toute façon, sincèrement, qui ne faisait pas grand-chose de plus. C'était pas tant que ça des investis de pouvoir. Puis, donc, on a éliminé ça, puis vraiment, je trouve que ça fait une différence parce que, bon, Bruno Serge, je mentionne, les gens qui viennent assister au CA et qui ne font rien d'autre, bien, nous, il n'y avait pas grand-chose qui était demandé d'autre aux administrateurs. Les documents n'étaient pas nécessairement envoyés d'avance non plus, donc on arrivait là, puis on voyait les affaires sur le fly un peu, si je peux m'exprimer ici. Puis, donc, mais c'était quand même très efficace. On a une direction générale qui est super forte, puis l'organisme, il roulait super bien, mais on peut assurément faire mieux. Puis, justement, en instaurant des comités, on met des personnes aussi qui sont des spécialistes un peu de ces sphères d'expertise-là pour renforcer notre CA, mieux appuyer la direction générale. Puis, au final, c'est ça, on va être plus engagé. Moi, d'ailleurs, on a remplacé, nous, presque la moitié de notre CA en septembre. Puis, il y a une des choses, moi, que j'ai mis clair dans le recrutement des nouveaux administrateurs, c'est que vous allez devoir être membre d'au moins un comité. Donc, on demande ça à tout le monde. Parce que sinon, avant, il y avait des choses à faire. Tu demandes la participation des membres du CA, puis tu entends les mouches voler. Là. On est là pour que les gens participent et qu'ils contribuent à la mission de l'organisme. Donc, on veut des gens qui sont engagés, puis sans être trop, on comprend que les gens, dans mon cas, on est tous des bénévoles. Donc, c'est sûr qu'il y a une limite aussi. On n'est pas là dans un travail à temps plein, mais si on s'engage comme bénévole, pour moi, c'est parce que tu veux t'impliquer auprès de l'organisme et dédier quand même un minimum de temps. Daniel, voulais-tu rajouter quelque chose? Oui, bien, tu me tendais la perche. Là, tout le processus de mapping du conseil d'administration, d'auto-évaluation, très souvent le recrutement des administrateurs, c'était moi qui étais au cœur de ça. Et le résultat, c'est que quand ce n'est pas porté par des gens du conseil d'administration et dans ce cas-là, un comité de gouvernance, j'ai l'impression qu'ils s'en rendent moins compte, ils se sentent moins impliqués, ils oublient qu'ils ont fait un exercice, alors que là, quand ça va être porté par un comité de gouvernance, je pense que les bénévoles vont souhaiter... l'exercice va être porté davantage collectivement.
Alors, c'est pas que la direction n'est pas capable de faire ces choses-là, mais c'est parce qu'il dépasse son mandat, puis effectivement, on enlève des responsabilités vraiment intéressantes, je pense, à assumer par des bénévoles. Oui, je pense que c'est important, par exemple, nous, dans notre cas, c'est le CA qui s'occupe des recrutements des membres, mais on travaille avec la direction générale. Donc, la directrice générale, elle rencontre les candidats potentiels avec nous, puis c'est une décision vraiment collective, là, les choix qu'on fait pour les membres du CA, par exemple. Je m'en vais à toi, Bruno. Peut-être juste, tu sais, Amélie, moi, j'ai toujours dit que le recrutement des administrateurs, c'est un processus qui appartient au CA, mais qu'une direction générale qui ne s'en mêle pas se magasine des problèmes. J'ai toujours dit ça. Puis en même temps, je sais que ça en fait sourire certains, mais l'autre élément aussi, c'est que c'est la personne qui est sur le plancher qui est tellement plus apte à identifier des candidats éventuels qui sont déjà proches de l'organisme, qui ont déjà de l'intérêt. J'ai toujours trouvé que ça devait être une symbiose entre les deux entités pour le recrutement des administrateurs, au moins pour l'identification des candidats si on travaille dans une gouvernance qui est très démocratique, là, où tu n'as pas de processus de recrutement, tu as juste un processus d'élection. Moi, je pense que c'est une entité. Bruno, Serge, à toi la parole. Oui, on parle d'efficacité du conseil. Les comités, la gestion par ces comités statutaires-là rendent aussi les réunions du conseil beaucoup plus productives et efficaces. Oui. Les réunions de conseil de 3 heures, c'est fini avec les comités parce que la matière brute a été déjà mâchée par le comité, a été réfléchie, etc. Alors, on ne refait pas tous ces débats-là au conseil. Le comité présente son rapport, son état de situation, les hypothèses, ses suggestions et sa recommandation, et on débat directement de la recommandation. On n'a pas besoin. Alors, on gagne beaucoup de temps et ça permet ou de faire plus de besogne ou de réduire considérablement le temps qu'on a consacré à la réunion du CA comme tel. Oui, ça permet aussi, beaucoup d'entre vous vivez toujours la micro-gestion de certains conseils d'administration. Quand on gère par comité, cette micro-gestion-là est retirée parce que le gros des discussions, c'est des dossiers de gouvernance qui arrivent parce qu'à l'ordre du jour figurent les comités. Fait que quand on passe les éléments au niveau du comité de gouvernance, du comité de finances puis celui des ressources humaines, bien, on a déjà passé pas mal tout ce qu'on devait discuter. Il reste le rapport d'opération en général puis le variable. Fait que ça devient beaucoup plus efficace, mais en même temps aussi, ça fait des dossiers qui sont portés par un plus grand nombre de personnes et ça fait du travail qui est fait par tout le monde en dehors des rencontres. Puis gardez en tête que les comités ne sont pas décisionnels. Ils vont remettre des recommandations au conseil et c'est le conseil qui décide en termes d'entité parce que le fonctionnement est important. Ce qui est la différence de ce qu'on a connu dans beaucoup d'exécutifs où il y a des exécutifs qui prennent des décisions puis ils nous arrivent avec les décisions après puis ils nous les déposent au CA. C'est pas comme ça, là. Je pense que l'élément des comités est intéressant. Moi, je suis curieux aussi de vous entendre, Amélie puis Daniel, puis Bruno va pouvoir rajouter après ça. Quand vous avez fait, là, on s'entend là, brièvement, là, juste pour que tout le monde comprenne, là, le processus d'auto-évaluation qu'on propose, c'est un processus en 85 questions. Il y a 5 sections. OK? Donc, ces 5 sections-là, il y a une section qui s'adresse au fonctionnement du conseil, une section qui s'adresse à la présidence, une section qui s'adresse à toute la relation avec la direction générale, une section où les administrateurs se posent des questions par rapport à leur implication et une section sur tous les processus administratifs, les politiques, ainsi de suite. Quand les gens ont rempli ces questionnaires-là chez vous, quels ont été les premiers constats, les premiers commentaires qui sont sortis avant même que vous fassiez l'analyse? Qu'est-ce que vous avez reçu, genre un petit courriel on the side, une petite conversation là, des gens qui ont fait, des administrateurs qui ont fait le processus chez vous? Amélie, je vais commencer avec toi. Moi, ça ne sera pas très long parce que je n'ai pas eu vraiment de commentaires, sincèrement. Je pense que c'est un processus qui est venu un peu naturellement, puis je n'ai pas senti de résistance de personne parce que moi, je l'ai présenté comme une démarche pour s'améliorer en tant qu'équipe, en tant que soutien qu'on a auprès de l'organisme. Puis, je n'ai pas eu personne qui m'a rien dit. C'est sûr, j'en ai 2 sur nos 11 administrateurs qui n'ont pas répondu. Fait que peut-être qu'eux, ils n'étaient pas très d'accord puis ils ne l'ont jamais dit. Là. Je ne saurais pas pourquoi. Ça reste anonyme. Anonyme, hein? Oui. C'est important de le dire. Donc, je ne sais pas qui n'a pas répondu. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être des administrateurs qui nous quittaient et qui ne jugeaient pas pertinent de répondre. Là. Mais bref, on aurait aimé quand même avoir leur point de vue.
Mais c'est ça, nous, ça s'est bien passé. Puis là, ben, on n'a pas présenté les résultats en septembre, vu que presque la moitié de notre CA nous quittait. On trouvait plus pertinent d'attendre à décembre avec notre nouvelle cohorte d'administrateurs. Donc, c'est la semaine prochaine, dans 10 jours, là, qu'on va présenter à notre prochain CA les résultats de notre auto-évaluation, puis les pistes qu'on a soulevées puis qu'on veut proposer là, comme plan d'action. Daniel? Bien, de mon côté, puis on jasait entre nous avant la rencontre, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits actes manqués, des membres qui oubliaient de remplir le formulaire. Évidemment, on ne sait pas c'est qui parce que c'est anonyme. Et en parlant avec toi, Stéphane, j'ai vu que c'était quelque chose d'assez courant. Alors, il y a une petite tendance à oublier de remplir le sondage. Et par la suite aussi, peut-être des réactions après coup d'administrateurs qui se disaient que, oups, je me suis pas rendu compte qu'on avait des processus, par exemple, d'adoption de plans d'action annuels. Tu sais, on fait ça au mois de septembre, mais rendu au mois de janvier, des fois, on oublie qu'on a adopté un plan d'action et que c'est normal qu'on évalue à un moment donné si le plan d'action au niveau de la gouvernance, on l'a atteint ou non. Alors, ça amène les administrateurs à se rendre compte qu'il y a un paquet d'activités administratives qui se font au fil d'une année, mais que des fois, on oublie. C'est normal, parce que comme administrateur, tu es là une fois par mois. Alors, il y a des bouts que tu peux oublier fondamentaux et importants, mais si on ne fait pas un exercice de retour une fois par année pour se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on a fait cette année? Est-ce qu'on a rempli des objectifs pas juste organisationnels, mais également au niveau de nous comme entité de gouvernance? Bien, je pense qu'on manque le bateau. Tu sais, les employés, là, on les évalue à toutes les années. Il n'y a pas une année où on se dit on n'a pas besoin de s'auto-évaluer et de regarder qu'est-ce qu'on a fait durant l'année. Alors, c'est un petit peu le même principe pour un conseil d'administration de dire, bien, qu'est-ce qu'on a fait durant l'année? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Oui, puis Bruno Serge, je suis curieux de voir avec puis je veux en discuter avec toi. Un des éléments, moi, je me rends compte, c'est que quand je passe à travers de beaucoup de planification stratégique, je suis surpris de voir la quantité d'organisations dont l'amélioration de gouvernance n'est pas un des premiers axes stratégiques, parce que ça devrait être le cas. C'est le cœur de tes décisions. C'est souvent, puis soyons clairs, là, il y a énormément d'organismes qui ont de la misère à recruter des administrateurs depuis 2 ans. Il y a des organismes qui ont des difficultés à renouveler leur présidence parce qu'ils ont des présidences qui sont là, qui prennent énormément de place et qui ne font pas la place. Il y a tout le temps plein d'enjeux en gouvernance. On les voit. Il y a des organismes, beaucoup qui vont très bien. Il y en a qui vont de mieux en mieux. Mais soyons clairs que la gouvernance, comme nécessité d'amélioration, elle devrait être dans toutes les planètes stratégiques. Est-ce que tu vois la même chose que moi, toi? Oui, absolument. Les gens joignent les OBNL pour les missions. Hein? Il n'y a pas beaucoup de monde qui va aller vous voir et vous dire « Hey, j'ai lu tes règlements généraux, j'ai tellement trippé là, que je veux me changer. » J'aime ça, effectivement. Alors, je veux dire, ce n'est pas une préoccupation, c'est pas la préoccupation première des membres du conseil d'administration. Ce qui les intéresse, c'est la mission et l'action sur le terrain. Alors, il faut trouver des façons pour les intéresser à cette question-là. La formation, on va y revenir plus tard, là, c'est essentiel. Mais cette évaluation-là aussi est essentielle, comme on le fait dans les entreprises pour tous les employés. Il y a des textes, hein, gouvernance, règlements généraux, mandats de comité, etc. Je pense que pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté, c'est important de le mettre dans les textes, de l'intégrer dans les textes, dans le mandat de comité de gouvernance, qu'il soit ou non à l'intérieur de vos règlements généraux. Il faut réaliser l'évaluation annuelle du conseil, de la présidence, etc., pour vous donner l'obligation de le faire. L'autre chose aussi… Ce que tu dis, attends Bruno, je vais juste insister là-dessus parce que je pense qu'il faut leur sortir de tout ce qu'on dit ce matin, c'est qu'il y a énormément, quand on parle d'amélioration d'un CA, ça passe beaucoup par la mise en place de procédures, de documents. C'est plate à dire, là, mais l'amélioration d'un CA passe par la mise en place de politique, la mise en place d'un code d'éthique, la rédaction des mandats de comité. Il y a de la structure, mais il y a aussi, après ça, toute une partie administrative que, dans bien des cas, c'est juste une question d'ignorance. On ne sait pas que ça existe.
C'est un peu ce qu'on veut faire avec le questionnaire. C'est quand on vous pose la question, parce qu'il y a plusieurs questions, là, Amélie, on va en reparler, puis Daniel aussi. Tu sais, qu'il y a des questions qui se répondent par oui ou par non. Avez-vous un comité de gouvernance? Puis on a, sur 10 administrateurs, on a 3 qui nous disent non, puis 7 qui nous disent oui. Ben, je dis toujours, c'est comme la question, es-tu enceinte, oui ou non? Y a-t-il un comité ou pas? Ben là, il y a tout le volet. OK, ben, j'en ai-tu un? Je l'interprète-tu comme étant... Là, on reparle de la discussion, puis on repart de là aussi. Là. Je pense que ça, c'est important. Tu touches la formation là, directement, c'est-à-dire que les membres du conseil, il faut qu'ils sachent pourquoi ils sont là, ce qu'ils font, leur rôle, la responsabilité, puis comment ça fonctionne un conseil. Malheureusement, on ne le fait pas parce qu'on pense que ça coûte cher, mais il y a d'autres façons de le faire sans que ça coûte une fortune. Sur l'évaluation, je veux juste rajouter 2 petites choses. Est-ce qu'on le fait faire à l'interne ou à l'externe? Ça dépend. Moi, je pense que ça dépend juste du climat de l'organisation puis du climat qu'il y a au conseil. Si tout le monde se chicane puis se rentre dedans et qu'il y a des grosses tensions, on est peut-être mieux de le faire par l'extérieur parce que ça va donner vraiment une crédibilité à l'organisation, à l'évaluation. Si tout se passe bien au conseil, puis que tout va bien en harmonie, puis que les gens sont ouverts, puis ils se parlent, on peut le faire à l'interne. Il faut que cette démarche-là soit effectivement dans la planification stratégique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut améliorer. Une fois qu'on a revu notre mission, notre vision, puis notre plan d'action, on voit qu'est-ce que je dois maintenant modifier ou faire à OCA pour être capable d'appuyer les réalisations que je veux faire avec ma planification stratégique. Et finalement, moi, je recommande aux gens de revoir leur grille à chaque planification stratégique en fonction... Quoi? Excuse-moi, Bruno. Revoir la grille d'évaluation à chaque planification stratégique en fonction des nouveaux objectifs que l'organisation s'est donné. Si on a décidé, par exemple, que dans les 3 prochaines années, on veut partir une fondation, bien, ce serait peut-être bon de s'assurer qu'au conseil, on a quelqu'un qui est plus habitué en philanthropie, alors que ce n'était pas nécessaire avant. Alors, il faut revoir la composition, les besoins et le mapping du conseil en fonction de la planification stratégique des 3 prochaines années. Alors, ce que tu dis, c'est est-ce que j'ai le bon conseil pour livrer les objectifs que je veux atteindre? Exact. OK? Puis ça, et l'autre chose aussi, on est vraiment, ça, c'est des principes au niveau de l'amélioration de la performance. Est-ce que j'ai le bon conseil? Est-ce que j'ai la bonne direction générale? Ça aussi, dans certains cas, le conseil veut aller en quelque part, mettons, on veut énormément faire du développement, mais on a une personne excessivement portée sur la partie opérationnelle, on n'a peut-être pas le bon DG en place non plus. Fait que dans l'amélioration des performances, c'est quelque chose à considérer. Après ça, c'est toute l'intégration. Ce que tu dis, c'est l'intégration des principes de gouvernance stratégique. Donc, d'aller chercher des administrateurs par un processus de recrutement. Donc, les changements qu'on va amener en termes de gouvernance, au lieu d'avoir juste des gens élus, d'avoir des gens qui sont recrutés à travers un processus de sélection et choisis pour leurs compétences. Ça aussi, ça, c'est des changements de gouvernance qui sont assez majeurs de plus en plus aussi. La responsabilisation des administrateurs chez vous, Amélie et Daniel, là, comment vous l'avez fait à travers ce processus-là? Est-ce que ça a été, je vais le dire en anglais, je cherche le eye-opening, est-ce que ça a fait, oh, OK, je m'intègre plus? Surtout, Daniel, peut-être moins Amélie, parce que tu as beaucoup de nouveaux mondes, mais Daniel, toi, tu as des administrateurs qui roulent depuis longtemps, est-ce que tu sens une différence d'engagement? Absolument, oui, vraiment. Et puis, d'ailleurs, la présidente du conseil d'administration, Marlène Caron, est présente. Et, Marlène, bonjour Marlène. Si je me trompe, Marlène, tu me le diras, mais moi, j'ai remarqué une plus grande assurance de la part de la présidente dans son rôle, dans le lien qu'elle peut développer avec la direction, parce que souvent, tu sais, les bénévoles peuvent se demander, est-ce que c'est correct que je parle à la direction? Est-ce qu'il faut juste que ça se passe en réunion de conseil d'administration? Alors, ça met de l'huile dans tout le processus. Et juste un exemple, comme ça, à un moment donné, on a décidé, on va mieux structurer les réunions du conseil d'administration, on va minuter les points. Et le simple fait qu'on précise les processus, moi, j'entends, j'aime beaucoup mieux les réunions. On sait où est-ce qu'on s'en va, on sait combien de temps on a à notre disposition. Alors, c'est un petit exemple, ça, mais parmi tout un processus qui fait que, oui, je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance beaucoup plus solide au sein du conseil d'administration, et ça fait à peine 1 an qu'on a commencé à faire cet exercice-là. J'en profite juste pour dire un tout petit mot.
Moi, j'ai beaucoup apprécié dans le processus d'évaluation l'évaluation externe qui est faite par Espace OBNL parce que comme directeur, on est très pris dans l'ensemble de tous les processus de l'organisation et c'est vraiment le fun d'avoir quelqu'un de l'externe qui dit voici ce que j'observe à partir des réponses qui sont données par le groupe. C'est vraiment aidant. Merci. Ben, ce qui est intéressant, parce que c'est moi qui fais l'exercice d'évaluation, c'est que c'est souvent les mêmes places où ça revient. Premièrement, quand on en fait plusieurs, on se rend compte que les crunchs, puis quand on fait de la formation en gouvernance, Bruno, Bruno Serge a mis le doigt sur certaines choses, là, on les revoit ces choses-là revenir. Fait que c'est plus facile à identifier. L'autre élément aussi, ce qu'il faut que vous, là je m'adresse un peu à tout le monde, ce qu'il faut que vous rendiez compte dans un processus anonyme, que ce soit le nôtre, que ce soit n'importe lequel, le processus anonyme fait sortir ce qu'on appelle les opinions des plantes vertes. Tu sais, vous savez, les administrateurs qui sont dans le coin d'une salle et qui ne parlent pas beaucoup, mais là, ils contribuent. On a leur opinion, puis ça se cumule comme résultat. Fait qu'on voit les tendances. Fait que des fois, on a des conseils d'administration où on parle à la direction générale, on parle à la présidence, tout va bien. Le questionnaire rentre, puis on a le tiers du CA qui est comme plus ou moins satisfait de la qualité des rencontres. Le tiers du CA qui est plus ou moins satisfait de la distribution des tâches. Puis là, tu fais, oh, OK, ben, peut-être qu'il y a des gens que tu es en train de perdre qu'il faut que tu rattrapes actuellement en ayant des discussions autour de la table. Peut-être l'élément le plus important d'un processus de ce type-là, puis après ça, on va parler du plan d'action que ça va décliner, c'est vraiment le fait de conscientiser et d'aborder des sujets qu'on n'a jamais abordés. OK? Puis ça, je pense que moi, j'ai conçu l'outil avec ça en tête. C'était vraiment de dire, bien, quand tu réponds oui ou tu réponds non, si tu réponds la mauvaise réponse, bien, peut-être que tu as une question à te poser, puis collectivement, avoir une discussion sur le sujet. Moi, je suis curieux d'entendre parler de vos plans d'action après, parce que je sais, 85 questions, je mets bien du rouge puis du jaune quand je fais mes rapports. Fait qu'il y a bien des actions à faire, bien des affaires. Quand on reçoit ça, on fait « Ah, il y en a tellement, on n'aura pas le temps, on est des ressources, on est des bénévoles. » là. Comment on gère cette affluence-là de choses à faire, Amélie? Bien, moi, je trouve que il y a tout un côté de belles surprises. On constate, OK, il y a des choses qu'on fait bien, comme dans notre cas, nous, les réunions, les gens étaient satisfaits de la durée, de la structure, fait que sur ce volet-là, ça allait quand même assez bien. Ça nous a mis, par contre, la lumière sur des choses qui nous manquaient, qu'on avait besoin de travailler. C'est sûr que dans la liste de points qui ressortent là, de l'évaluation, il y en a que tu peux facilement prioriser aussi, puis justement, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais tu sais, comme dans notre cas, par exemple, on a réalisé, on n'a pas de processus de relève pour la direction générale. Je pense que c'est pas mal important. Fait que ça va en haut de la liste. Mais il y a certains éléments, c'est ça qui sont du work in progress, puis qui pourront s'établir au fil du temps. Mais nous, dans notre cas, c'est ça. On a vraiment sorti toutes les observations, ce qu'on va présenter à notre CA. On leur a fait un document, on a présenté toutes nos observations, mais on a vraiment ressorti de ça 6 points qui sont vraiment plus prioritaires sur lesquels on va s'attaquer en premier. Puis après ça, au fil du temps, bien, on verra dans les autres éléments sur lesquels on veut prioriser. Daniel. De mon côté, je dois dire que c'est vraiment reposant pour un directeur général que de recevoir un plan d'action. Parce que d'habitude, c'est nous qui est au cœur de tout ça, puis c'est beaucoup de réflexions, puis d'échanges, etc. Alors, c'est clair. Avec le code de couleur, c'est encore plus clair. Et là, ça m'a permis de remettre ce document-là à mon comité de gouvernance et de dire, groupe, voici nos priorités. Alors, qu'est-ce qui est le plus urgent et sur combien de temps on va mettre ça? Mais voici l'ensemble des éléments qu'on a à travailler et ça permet de partager la réflexion et le sentiment de responsabilité aussi. Moi, je pense que c'est d'être capable de partir d'un point commun aussi. Puis, tantôt, Bruno, ça, je vais parler de résistance. On va y revenir, là. Mais à partir du moment où on a collectivement la décision qu'on embarque dans un processus de ce type-là, on sent déjà qu'il y a une volonté globale de continuer à faire avancer. Le plus difficile, puis Bruno Serge, je suis curieux de t'entendre, comment on fait pour convertir les gens qui ne veulent pas faire? Parce que là, tout le monde est là ce matin, là, mais je suis curieux de voir qui va réussir à implanter une démarche du genre.
puis quel genre de mur vous allez frapper. Parce que les discussions que j'ai avec beaucoup de gestionnaires, mon CA ne veut pas, c'est trop demandant. Puis là, on se rend compte en arrière, quand on creuse un petit peu, c'est qu'il y a des gens qui ont peur de perdre leur influence. Il y a des gens qui ont des postes dans les exécutifs qu'ils ne veulent pas perdre ce qu'il y avait, et ainsi de suite. Donc, comment cette résistance au changement-là, vu qu'elle est positive, parce qu'on s'entend, là, on ne fait pas ça pour déplacer du monde, on fait ça pour mobiliser, on fait ça pour améliorer la performance, là. Comment on va vaincre cette résistance au changement, Bruno Serge, selon toi? Oui, c'est une bonne question, ça. Il n'y a personne qui aime ça se faire évaluer. Hein. Peu importe où c'est, que ce soit à l'école, que ce soit à job, que ce soit n'importe où, personne n'aime ça. Moi, je pense que c'est la formation puis par l'éducation qu'on va y arriver. Il faut y aller de façon rationnelle puis dire aux gens, les former, montrer les avantages qu'on a pour l'organisation à transformer la structure puis ce que ça va effectivement donner comme résultat plus positif. L'autre façon de faire aussi, c'est de prendre son temps. Et ça, il faut faire attention. On peut pas changer toute la structure et la culture de l'organisation parce que ça va ensemble en 3 mois. Oubliez ça. Vous allez heurter des gens, qui vont partir, qui vont dire c'est toute une gang de bullies, etc. Alors, il faut se donner, Daniel parlait tout à l'heure d'un plan d'action, puis d'un calendrier, puis de se donner du temps. Donnez-vous 1 an, donnez-vous 2 ans. Si vous implantez, par exemple, si vous commencez à utiliser une matrice de compétences pour former votre CA, bien, ça peut prendre 2 ou 3 ans, peut-être même 4 ans avant que votre CA soit conforme avec la matrice de compétences. Alors, don't rush. Laissez vos administrateurs le temps d'assimiler ça. Expliquez-leur pourquoi en montrant précisément ce que ça donne comme avantage sur l'organisme. Et je pense que comme ça, on peut y arriver. Mais il faut juste prendre son temps puis bien expliquer les choses. Puis les gens, normalement, sont intelligents puis finissent par comprendre. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a une question de culture, de changement là-dedans, puis une question après ça d'y aller. Tu sais, on dit toujours que l'éléphant, on le mange une bouchée à la fois, ouais, puis ça va être un peu ça. Là. Daniel, dans le plan d'action que vous avez mis en place, est-ce que vous êtes donné un 12, un 24 puis un 36 mois ou comment vous l'avez fait? Pour l'instant, c'est sur 2 ans. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais dans les faits, ce que je me rends compte, c'est que la prochaine auto-évaluation va révéler comment, je pense, les membres du conseil d'administration vont s'approprier davantage leur rôle. Donc, c'est juste comme de s'assurer qu'on va mettre la loupe sur un certain nombre de questions pour voir est-ce qu'ils ont intégré tel élément, tel autre élément. Parce qu'il y a des choses très concrètes comme se doter d'un code d'éthique. Oui, ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Oui, c'est ça. Mais l'évolution de ce groupe-là, ça prend un certain temps. Et de refaire l'auto-évaluation, moi, je pense, va aider ce groupe-là à devenir plus mature et plus efficace. D'où l'importance de revenir à chaque année avec l'auto-évaluation. Et je pense que ça va dégraisser un paquet d'éléments du plan d'action qui a l'air d'être très, très lourd, mais qui, dans le fond, est juste sur comment on peut jouer mieux notre rôle d'administrateur ensemble et individuellement. On a parlé de plan d'action, mais j'aimerais ça qu'on parle d'amélioration de compétences et de formation. Bruno Serge, tu as comme ouvert la porte un petit peu, tu en as parlé 2 fois à date. Là. Je pense qu'on ne peut pas penser que les gens qui arrivent en poste avec les compétences et la notion nécessaire à la bonne gouvernance de notre organisme. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont des pensées magiques. Tu te présentes un CA, tu es élu, tu arrives, puis roule avec nous autres. Embarque dans les réunions, puis embarque dans l'équipe, sans nécessairement qu'il y ait une mise à niveau de ce que ça devrait être, et ainsi de suite. Où vous vous placez, Amélie, puis Daniel, puis après ça, Bruno, on va en parler un petit peu plus longtemps, là, sur l'idée de former et les administrateurs et les équipes de direction aussi là-dessus. Bien, nous, de notre côté, c'est un point sur lequel on doit réfléchir là, du côté du CA. Déjà, en termes de compétences, notre matrice était bien développée là, avant de recruter nos administrateurs. Fait que déjà, on a beaucoup ciblé sur certaines compétences qui manquaient au CA, notamment technique,
Oui, c'est ça, technique par exemple, justement, les ressources humaines. On n'avait personne de spécialisé en ressources humaines. Donc, on en a trouvé une solide pour venir nous appuyer puis créer un comité ressources humaines qui n'existait pas. En gouvernance également, on a recruté quelqu'un qui est diplômé du Collège des administrateurs. Donc, on a quelqu'un qui va bien s'y connaître puis qui va pouvoir mieux nous aiguiller dans l'implantation de toutes nos mesures de gouvernance. Donc, côté technique, je pense qu'on l'a beaucoup fait dans le recrutement pour s'assurer qu'on avait vraiment toutes les compétences qu'on avait besoin autour de la table. C'est sûr que dans le rôle d'administrateur, bien là, il faudra voir au fil du temps s'il y a des éléments qu'on aurait besoin pour lesquels on aurait besoin de formation. Puis ça, bien, ça fait partie de notre plan d'action un peu d'observer. C'est moins prioritaire, là, mais d'observer un peu les besoins à ce niveau-là. Du côté de la direction générale, bien, la directrice générale, elle a son plan avec ses employés. Du côté de la directrice comme telle, elle aussi a fait des formations, mais en tout cas, ça, de la part du CA, c'est quelque chose qu'on voudra bonifier peut-être dans le cadre de son évaluation de rendement annuel, d'avoir un volet formation qui soit inclus là-dedans. Daniel? Bien, comme le dit Amélie, la formation là, au sein d'une organisation pour les employés, la direction générale, ça fait partie d'un élément pour améliorer la performance, mais aussi stimulant. Les employés aiment apprendre des choses. On va au travail, c'est pour s'actualiser. Alors, c'est un petit peu aberrant qu'on n'ait pas la même préoccupation pour un conseil d'administration. Et ça devient le mandat maintenant du comité de gouvernance accompagné par la direction de se dire, bien, de quoi vous avez besoin, le conseil d'administration? Je pense que oui, la direction peut être là, peut accompagner, mais c'est aussi aux membres de dire qu'est-ce qu'ils veulent. Et au cours de la dernière année, je me suis rendu compte comment il y avait un intérêt de mieux connaître justement celui de la formation sur le rôle et responsabilités et peut-être aller en chercher plusieurs parce qu'il y a toujours des angles. Quand tu fais affaire avec différents formateurs. Donc, tu vois différents aspects de c'est quoi les rôles et responsabilités. Et après ça, de diversifier les formations. Je pense que les gens, il y a tellement de choses à apprendre. Alors, c'est à ce comité de gouvernance de définir bien, où est-ce qu'on en est comme groupe, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui va nous permettre d'avancer ensemble comme groupe. Et ça enlève de la pression sur la direction générale qui déjà se préoccupe de la formation en général à l'interne. Mais en plus de cette instance-là, s'il y a un intérêt de la part du conseil d'administration, ben c'est d'autant plus facile. Vous avez parlé beaucoup des formations à rôle et responsabilités, mais moi, ce que je me rends compte, la deuxième compétence qui manque le plus, c'est la capacité d'analyse financière. Très souvent, je vois des conseils d'administration qui, une fois qu'ils ont trouvé un comptable sur leur CA, il n'y a plus d'administrateurs qui se mêlent des états financiers. Puis très souvent, on se ramasse avec des CA qui ont des enjeux de fraude ou quoi que ce soit. Puis quand on trouve la fraude 3-4 ans plus tard, on se rend compte qu'en termes de gouvernance, on analyse les PV, puis il n'y a personne qui a posé de questions. Puis selon moi, actuellement, moi, ce que je vois dans toutes les interventions que je fais avec beaucoup d'administrateurs, c'est la compétence qui manque le plus, c'est la capacité de poser des questions sur les documents financiers qui sont déposés. Et nous, dans notre cas, on ne s'est justement pas restreint à une personne en finance, mais dans notre mapping, nous, ça nous prend 3 personnes en finance sur le CA. Donc, on s'assure d'être plus solide à ce niveau-là. Il y a des organismes qui ne sont pas capables de trouver ça à cause de la nature, des fois, du secteur. Tu sais, quand tu es dans une petite région, où, des fois, c'est plus difficile. Puis l'autre élément aussi, quand on fait une formation en gouvernance, la première responsabilité de l'administrateur, c'est de poser des questions. Il faut être capable de bien cerner les bonnes questions aux bonnes places. Puis la partie financière, pour avoir été trésorier, puis m'être moi-même auto-formé, je me suis rendu compte que, wow, attends une seconde, là, il y a bien des choses qu'on est capable de cacher dans une structure de compte. Il y a bien des choses qu'on est capable d'oublier dans une reddition de compte, puis dans les fonds affectés reliés aux subventions. Tu sais, on peut, puis des états financiers de PME, des états financiers d'OBNL, c'est 2 mondes complètement différents. C'est quoi ta position là-dessus, Bruno Serge? D'abord, je suis tout à fait d'accord avec toi. La littératie financière, c'est un problème dans les organisations, puis pas juste dans les organisations, au Québec en général. Les gens n'ont pas cette notion-là. La formation, elle est essentielle, c'est clair. On fait, Daniel l'a dit,
On le fait pour les employés. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas pour le conseil d'administration. Il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Ce n'est pas toutes des formations à 3 000 $ données par des cabinets d'avocats. Stéphane en fait, moi j'en fais beaucoup. Le Collège des administrateurs en fait pour 500 $. Il y en a, puis il y en a de qualité. Alors, c'est possible. Soyons clairs aussi, il y a beaucoup d'organismes locaux, entre autres du côté des CDC, des corporations de développement communautaire. Il y a plusieurs organismes qui ont développé. Puis même, il y a des municipalités qui le font. Tu sais, la ville de Laval a son bureau de la gouvernance et ce sont les avocats de la ville qui viennent donner des formations dans les organismes. J'ai toujours un peu de réticence quand on me dit que c'est des avocats qui donnent des formations de gouvernance, mais… Je suis pareil, Bruno, mais ce que je veux juste sensibiliser. Puis l'autre élément aussi, une des choses qu'on a testées, nous, dans l'étude, c'est savoir à quel point, quand il est question de développement de compétences, vous allez chercher les subventions qui viennent avec. Voilà. Oui, une formation de 3 000 $, mais avant de dire non, allez voir du côté de Service Québec s'ils en payent la moitié dans votre région. Le plus gros des problèmes, c'est que l'argent est là, mais on ne va pas la chercher. Fait qu'on dit que ça coûte cher. Puis le deuxième élément aussi, c'est la mutualisation. 3 CA ensemble peuvent aller suivre une formation. On amortit la formation sur les 3 CA. Fait que, je pense qu'il y a aussi on dit vite que ça coûte cher, mais en même temps, il y a des solutions pour prendre action, pour former nos administrateurs. Oui, puis pendant la pandémie, par exemple, la CPMT, la Commission des partenaires du marché du travail, était très généreuse sur les subventions en formation d'administrateurs, par exemple. Il y a aussi de l'auto-formation qui est fort possible. Hein. Il existe un grand nombre de vidéos et de qualité, etc. Qu'est-ce qui empêche, par exemple, un conseil d'administration de prendre 15 minutes au début de chaque conseil? Les livres, 2 publications que je recommande. Le livre de Jean-Paul Gagné de Daniel Lapointe qui est quand même bien. Il y a des concepts là-dedans qui ont peut-être besoin d'être revus. Et la trousse du comité sectoriel de main-d'œuvre en économie sociale et en action communautaire, leur trousse de gouvernance démocratique est vraiment bien montée, est une très, très bonne base aussi et il y a des outils pratiques dedans vraiment bien faits aussi. Alors, deux choses pour terminer. Donc, l'auto-formation, c'est possible. Hein? On demande à tous les membres du conseil, je sais pas moi, de lire un chapitre du livre, puis on en discute pendant 15 minutes à la prochaine réunion du conseil. Il y a des vidéos qu'on peut regarder ensemble. S'il y a quelqu'un qui est un petit peu plus spécialiste de gouvernance, il peut vous donner une capsule de 10 minutes à chaque début de conseil. Ça ne coûte rien. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Et puis, d'établir un plan de formation pour les gens du CA, il faut le faire comme on le fait pour les employés. La dernière chose que je veux dire aussi, le cahier de l'administrateur, il est important pour la formation. Quand on a un nouvel administrateur qui arrive dans une organisation, il ne sait pas trop comment ça marche, il ne connaît pas les règlements généraux, il ne connaît pas les politiques, il faut le composer, ce fameux comité, ce fameux dossier de l'administrateur qu'on lui remet lorsqu'il ou qu'elle joint le conseil et qui donne l'essentiel de l'organisation. Il y a beaucoup d'organisations qui ne font pas ça. Alors, le nouvel administrateur qui arrive, il ne sait pas comment fonctionne, puis on n'a jamais pris l'organisation, puis on n'a jamais pris la peine de lui expliquer. Alors, le cahier de l'administrateur, là, autrefois, on le faisait en papier, aujourd'hui, on transfère des documents, mais c'est important pour la formation et la compréhension des administrateurs. Vas-y, Daniel. Oui, justement, c'est un des enjeux dont on a discuté la semaine dernière avec notre comité de gouvernance, comment on intègre des nouveaux membres. Et puis, oui, un cahier de la lecture, ça fait une partie de la job. Une chose à laquelle on pense, c'est de filmer sur vidéo des échanges de conseil d'administration, des échanges sur certains enjeux, la planification annuelle, etc., qui peut donner un outil un petit peu plus convivial pour certains que de voir justement des personnes qui interagissent entre eux au sein d'une réunion sur des enjeux qu'ils ont besoin de connaître comme administrateurs. Alors, c'est une autre façon de faire aussi. Il faut trouver quelque chose de léger, hein, parce qu'on peut partager 1 million de pages, puis c'est pas toujours la meilleure façon pour tout le monde d'intégrer des contenus. Ça demeure un enjeu. Il y a différentes façons, effectivement. Écoutez, il nous reste quelques minutes. Donc, ceux qui resteraient des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Parce qu'on a déjà une bonne heure de fait. Ça passe vite, hein? Vous voyez, les amis, à quel point, quand on a des gens passionnés, on fait ça vite.
Oui, Stéphane, je voudrais peut-être juste ajouter une chose que j'ai oublié de dire. J'ai des organismes avec qui j'ai travaillé qui ont mis obligatoire la formation avant de joindre le CA. C'est-à-dire, tu es intéressé, tu veux venir, etc. Voici un livre à lire, voici une collection de 10 vidéos YouTube que tu dois voir, etc., avant de joindre le CA. C'est aussi une façon de faire. Non, puis il y a d'autres outils. Vous allez voir, là, après Noël, on a un nouveau partenaire qui s'en vient qui s'appelle bNotes, qui a une solution de gestion des conseils d'administration, d'indexation des documents. Fait que donc, il y a dans l'amélioration des compétences, on va aller un petit peu plus loin aussi dans les prochains contenus sur l'amélioration du déroulement des rencontres aussi, la façon de faire un ordre du jour, la façon de faire les procès-verbaux, l'abolition des proposés par, supportés par. On traîne aussi dans nos conseils d'administration en termes de ralentissement de performance des vieilles façons de faire. Qui datent d'il y a 30 ans, 40 ans, là, si je pense à ces proposés par puis présentés par. Et gardez en tête qu'on base nos rencontres de conseil sur un document qui date des années 40 et dont la dernière révision a été faite dans les années 90, à savoir le Code Morin. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient lu le Code Morin avant d'en parler, et moi, je viens de me le taper. Et, écoutez, ça, puis un récit de la Deuxième Guerre mondiale, ça se ressemble. On est vraiment dans surtout avec tout ce qu'on a vécu au niveau numérique, puis les façons de faire numériques depuis quelques années. Et gardez en tête que le Code Morin, là, c'est un code pour les assemblées délibérantes. Les conseils d'administration ne sont pas des assemblées délibérantes. Quand on le lit, on se rend compte qu'on n'est pas à la même place, là. L'autre chose aussi qu'on peut dire sur l'amélioration de la performance, c'est la mise en commun d'outils de travail communs. L'environnement Google ou les autres environnements, les partages de dossiers communs, ainsi de suite, ça, c'est un autre élément qui actuellement, c'est technologiquement là, c'est accessible, c'est même gratuit avec l'environnement Google, puis il y a plusieurs CA qui ne l'utilisent même pas. Donc, ça aussi, il y a des petites choses à faire. Oui, on a parlé du processus d'auto-évaluation, mais il y a des petites choses à faire qu'on peut faire dans le quotidien à ce niveau-là. Geneviève, tu nous dis que le CA est bénévole. Il est difficile de les faire travailler en dehors de séances. Quel est votre angle pour tous vos comités? Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à Geneviève là, pour l'aider à mobiliser son CA? Oui, bien nous, sincèrement, ce n'est pas un travail énorme qui est demandé au comité. C'est pas, ça ne prend pas 10 heures par semaine, là. Nous, on a 5 CA par année, puis entre ça, bien, les comités ils ont un peu de travail à faire, mais ça va être on peut en parler en moyenne, je ne sais pas, 2 heures par semaine maximum. Là, je veux dire, ce n'est pas une charge qui est lourde, mais quand tu travailles en équipe, bien, ça avance, puis on réussit à faire arriver les choses. Donc, je pense qu'il faut essayer de ne pas faire peur aux gens, puis leur faire bien comprendre là, que oui, on a des responsabilités, mais non, ce n'est pas un travail indu, on reste des bénévoles, justement. Mais en même temps, d'un autre côté, quand on se joint à un CA, c'est parce qu'on est intéressé à donner un peu de temps aussi. Donc, il y a un minimum aussi qu'on doit dédier à l'organisme. Tu ne peux pas justement penser venir là, c'est 5 réunions par année, tu viens t'asseoir pendant 2 heures, 5 fois par année, puis c'est fini. Mais ça va un petit peu au-delà de ça, mais c'est pas une charge de travail excessive, moi, je pense. Je pense que le premier point, tu l'as dit, Amélie, c'est la gestion des attentes, là. Ça, c'est le changement de culture. Il y a peut-être des administrateurs qui n'étaient pas impliqués, qui là, tu leur demandes de s'impliquer, puis pour eux, c'est un gros changement. Daniel, tu voulais rajouter quoi? Bien, écoute, la gouvernance, moi, je me suis rendu compte avec certains bénévoles qu'ils ne savaient pas du tout dans quoi ils s'embarquaient et conséquemment, ils étaient déçus. Plus un bénévole, administrateur, sait dans quoi il s'embarque et l'importance du rôle de la gouvernance, il va être dans le sens, il va être sur son X. Si on lui donne du travail à faire, si on lui dit ton point de vue, ton expérience, tes connaissances sont importantes, ça va être motivant. Si ce n'est pas à l'avance dans quoi il s'embarque, ben, il risque d'être déçu parce que c'est un angle particulier par lequel on décide de contribuer à l'évolution d'une organisation. Ce que tu dis, ça ramène aussi à Bénévole 101, dans le sens qu'on va sur la pyramide de Maslow, c'est le besoin d'accomplissement. Les gens qui se présentent sur un conseil d'administration,
S'ils sont mis de côté, c'est une chose, mais à partir du moment où ils sentent qu'ils ont un effet sur la stratégie, que leurs décisions vont guider, donc qu'ils sont impliqués, il y a une motivation qui vient en fonction de ça. Puis en même temps, ça répond un peu à la question d'Élisabeth qui parle de la mobilisation de son CA. Il y a une grosse question de leadership. Peut-être, Bruno Serge, là, il faut absolument qu'on aborde ce volet-là, c'est le rôle des présidences, qui est en transformation aussi. Okay? Le rôle d'une présidence, avant tout, c'est une question de leadership, de climat et de faire travailler tout le monde dans le même sens à accomplir la mission. C'est le vrai rôle d'une présidence. Puis, moi, je pense qu'il y a une partie de ça qui est négligée dans bien des cas et qui est mal compris par beaucoup de gens qui se présentent comme président aussi. Là. Puis ça aussi, ça fait un élément de formation. Je suis curieux de t'entendre, Bruno, là-dessus. Effectivement, on a beaucoup moins maintenant puis de toute façon, les membres de conseil n'acceptent plus ça, de présidents omnipotents qui décident de tout et qui font tout. Je pense qu'être président aujourd'hui, c'est deux choses. C'est d'abord d'être un bon motivateur et un bon animateur. Motivateur parce qu'effectivement, il faut motiver ses troupes et les amener à travailler et à rencontrer leurs responsabilités. Mais il faut aussi être capable d'animer correctement une réunion parce que c'est pas facile d'animer une réunion puis le faire correctement pour arriver. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, puis il y a des méthodes, puis il y a des techniques pour ça, pour arriver au résultat auquel on veut vraiment arriver à la fin de la réunion. Et il y a beaucoup de présidents, présidentes qui n'ont pas conscience de leur rôle, de leur animation dans l'atteinte des objectifs de la réunion. Alors ça, c'est quelque chose... Donc, animateur et motivateur, c'est essentiellement ça, maintenant, je pense, le rôle d'un président. Oui, effectivement. Puis moi, je dirais même une deuxième couche, c'est celle de la mobilisation. Ouais. Parce que on revient à ce que c'est un OBNL. C'est une organisation collective. Puis tantôt, en introduction, je vous ai parlé d'une bébite un peu bicéphale, mais l'autre élément aussi, c'est que c'est une bébite collective. Contrairement à une PME où tu es propriétaire de ton entreprise, tu es tout seul à gérer où ça va, là, tu dois faire avec un groupe. Puis c'est la force en même temps, mais c'est la complexité du groupe. Les deux entraînent à la fois des forces et des enjeux, et c'est là-dedans qu'on doit voguer. Fait qu'Élisabeth, je pense qu'il y a cet élément-là de mobilisation et de leadership dans ta question qui doit ressortir. On ne connaît pas ton cas spécifique, là, c'est un peu dur de se prononcer. Daniel, tu voulais rajouter quelque chose? Je veux juste dire quelque chose rapidement. Je trouve ça intéressant que tu mentionnes que le rôle de la présidence est en évolution, les rôles des conseils d'administration et le rôle des directions générales aussi est en développement rapide. On nous demande non seulement de bien gérer une organisation, mais on nous demande de la développer et très souvent, ça s'en va vers l'économie sociale. On espère que les directions vont avoir un côté entrepreneur. Ce n'est pas toujours facile à gérer, cette évolution-là, qui, je pense, est saine, mais pas facile à gérer. C'est des deux côtés aussi. Hein? On voudrait que certains DG soient plus entrepreneurs, puis on a certains DG très entrepreneurs qui, des fois, il faut que les CA veulent comme ramener sur terre aussi. Fait je reviens encore sur cette idée de bicéphale. C'est une danse à différentes entités, là, pas une danse, là, mais on s'entend que toute la finesse que ça prend pour que les deux entités puissent travailler de l'avant. Écoutez, je ne sais pas s'il reste des questions. On pourra peut-être en prendre une ou deux encore si vous en avez. Sinon, je vais déjà faire mes remerciements. Moi, je suis bien content de notre rencontre de ce matin. On a amené des points, je pense, qui vous illustrent facilement comment améliorer les performances. Merci encore, Daniel, Amélie, Bruno Serge. Merci de votre contribution ce matin. Très intéressant de vous entendre. Très intéressant aussi d'être inspiré par ce que vous autres vous avez fait, puis de voir que c'est faisable, puis que c'est pas juste une question. Ça n'arrive pas juste aux autres, là, ça arrive aussi à des gens qui sont dans votre position. Là. Puis pour nous, c'est le fun de pouvoir faire ressortir ce que des organismes qui se prennent en main, comment ils peuvent évoluer, parce que c'est faisable. Les autres le font, fait que vous êtes capables de le faire, messieurs, mesdames. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. J'ai bien hâte de vous revoir dans une autre de nos activités dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et on vous souhaite de joyeuses fêtes, vu qu'on se revoit la prochaine fois en janvier. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes
pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.